Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 1971. Vous avez devant vous un homme qui a reçu à la guerre de 1918 7 éclats d'obus, qui a reçu un coup de corne d'un taureau un peu plus tard touchant la périphérie du poumon, qui a reçu en 1940 un éclat de bombe à la Nouvelle Guerre et qui a en 1959 à Paris subi une insolation qui lui a valu une douzaine de chutes, soit dans la rue, soit chez lui, et dans une de ces chutes, il a perdu entièrement et pour toujours la vision d'un œil et il a eu une fracture du crâne. Vous avez donc devant vous un homme qui a quelquefois souffert et qui a quelquefois été gêné, et c'est pourquoi je me permettrai de regarder quelquefois des notes sans lesquelles je crains que je perdrais pied. Je suis né, puisqu'on me demande de parler d'abord de ma vie, je suis né en 1896 dans l'arrondissement de peu importe, enfin, de Saint-François-Xavier. J'étais enfant unique et nous vivions dans une maison très nombreuse où il y a eu à un moment 7 maîtres et 6 domestiques. Nous vivions avec surtout ma mère, mon père, mon grand-père et ma grand-mère maternelle, des oncles à n'en plus finir, enfin nous étions extrêmement nombreux et nous entendions d'ailleurs très bien. Mon père était un homme très sérieux, un peu terne, un peu morose, très bon chrétien, toujours faisant partie des conférences Saint-Vincent-de-Paul, des paroisses où il se trouvait, faisant des retraites chez les jésuites à Manresa, enfin vraiment très catholique, et il était le plus catholique de toute cette maisonnée avec ma grand-mère. Mon père aimait aussi beaucoup le monde, c'était un homme qui aimait les chevaux, qui aimait la chasse, qui allait chasser à court au mois de septembre, enfin qui aimait les objets d'art, etc., etc. On ne peut pas dire qu'il était un intellectuel, il en était assez loin. L'origine de ma famille était du Beauvaisis, du Gâtinais, de petite noblesse, mais de noblesse certaine, et la présumée origine catalane, dont j'avoue que j'ai joué pas mal au début de ma carrière, parce que ça faisait très bien avec les taureaux, l'origine catalane est uniquement une tradition de famille qui s'est répercutée de voix en voix depuis très longtemps, depuis 150 ans, mais il n'y a aucun document authentique. Je crois que c'est une blague. D'après cela, mon nom, qui est Milon de Monterland, Milon serait Milian, qui est un nom espagnol, mais encore une fois, je ne joue plus beaucoup de cette petite musique qui était celle de mon enfance et de mon adolescence. Ma mère était née Camusa de Riancé, d'une famille originaire de Troyes, de moyenne noblesse. Elle avait été une des jeunes filles les plus lancées du Paris de l'avant-guerre, et une de ses amies a écrit dans un livre dont je ne me souviens plus du titre, mais ça m'a été rapporté par mon amie Mademoiselle Pomès, qu'elle était une jeune fille d'un esprit très libre, à un moment où les jeunes filles de son milieu ne l'étaient pas. Je l'ai un peu dépeinte dans mon roman Les Garçons, mais évidemment en arrangeant beaucoup les choses. Nos relations étaient à peu près celles d'une mère chatte, d'une chatte avec son petit chat, c'est-à-dire quand ils sont couchés dans un fauteuil, tantôt ils se lèchent, ils se pourlèchent, ils s'adorent, et tantôt ils se griffent, et il y en a un des deux qui saute et qui s'en va avec la queue dressée, qui a été mordu, ça lui a fait mal. Mes relations avec ma mère étaient à peu près ça. Tantôt elles étaient assez atroces, et tantôt elles étaient les meilleures du monde. Mon grand-père qui vivait avec nous était mon grand-père maternel,
Monsieur de Riancé, il était gai, viveur, superficiel, camélia à la boutonnière, l'œillet blanc, très épateur, etc., etc. Il avait eu cheval et voiture, et qu'il avait changé pour auto et chauffeur. Et je pense que dans l'année 1900, il se trouve avoir été un des premiers à avoir une automobile. Je ne sais pas au juste, mais je ne sais pas au juste quand on a commencé à avoir des autos. Enfin, en 1900, je pense que ça devait être tout de même le début de la voiture. Sa femme, ma grand-mère, était la personnalité la plus accusée et la plus romanesque de la famille. Elle était née Potier de Courcy, et sa mère était Gourcuff, qui était une des plus vieilles familles de noblesse, très ancienne, qui figure dans la galerie des batailles de Versailles. Enfin, c'était une personne de très grande distinction. Elle était aussi très catholique, et elle a vécu avec moi. Nous avons vécu en somme sous son toit, les autres étant plus jeunes qu'elle, sont morts tous les uns après les autres, et je suis resté à vivre avec elle en somme 23 ans, et c'est une femme qui a eu beaucoup d'influence sur moi ainsi que ma mère. En réalité, j'ai été un enfant élevé par les femmes. Mon père m'aimait beaucoup, je l'aimais aussi beaucoup, mais enfin, il n'était vraiment pas très intellectuel, je lui faisais un petit peu peur, il se disait qu'est-ce que c'est que ce monstre, et nous n'étions pas très bien, tandis que la monstruosité marchait très bien avec ma mère et avec ma grand-mère. Où on s'entendait très bien, avec les domestiques y compris, bien qu'on fût assez collé monté. Je citerai tout de même un exemple assez amusant, c'est que une jeune fille qui fut plus tard ma gouvernante pendant quelques années, et qui était la fille du valet de chambre et de la cuisinière, était la filleule de ma mère et tutoyait ma mère. Et tout ça se passait dans une très bonne atmosphère où j'étais d'ailleurs très heureux. Cette famille avait cependant une bonne raison d'être triste, étant donné que ma naissance avait valu à ma mère une perte de sang, paraît-il, considérable, dont elle ne s'est jamais remise. Elle est morte à 43 ans, elle a vécu jusqu'à 43 ans, presque toujours allongée sur une chaise longue, faisant quelques pas dans un jardin, car nous avions un jardin, ne sortant pas, ne recevant pas de monde, d'ailleurs très gai en même temps, très au courant de tout et s'occupant surtout de mon éducation. Elle a joué aussi un très grand rôle dans ma vie, comme je l'ai toujours dit. Au milieu de cette atmosphère qui aurait dû normalement être triste, j'étais soutenu par 4 passions, qui étaient vraiment des passions, et qui me soutenaient, ce que font toujours les passions qui vous permettent, qui vous soutiennent tout le long de votre vie, à la surface de la vie. On se demande toujours qu'est-ce qu'on deviendrait si on n'avait pas elle. La première de ces passions fut celle d'écrire, de faire de la littérature. Je pense qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, j'écrivais déjà des petits volumes que j'ai gardés. J'en ai écrit un avec mon ami Fort Biguet, qui fut un de mes meilleurs amis, qui a écrit un petit livre sur moi. J'écrivais des volumes. Enfin, vraiment, j'étais un littérateur né, et ça à partir de 7 ou 8 ans. C'était la première de mes passions. La seconde des passions fut l'Antiquité romaine et le latin. J'étais un très bon latiniste dès le plus jeune âge. La troisième de ces passions fut, tout au moins lorsque j'ai quitté Janson de Sailly, où j'avais passé 1 an et demi, fut à partir d'environ l'âge de 12 ans, les camaraderies de collège et l'atmosphère de collège. Je dis bien les camaraderies, je ne dis pas les amitiés particulières, je n'ai eu qu'une amitié particulière et dont je vous dirai un mot dans quelques instants. C'était la copinerie. J'étais copain, je suis d'ailleurs resté ensuite à la guerre et je suis resté sur le stade jusqu'au moment où j'ai mené une vie solitaire, plus solitaire en Afrique. J'aime énormément la camaraderie. Et la quatrième de ces passions, alors qui ne fut pas une passion, qui fut plutôt une frénésie, fut celle de la tauromachie.
Alors, j'avais vu une course de taureaux à Bayonne avec ma grand-mère, à environ l'âge de 13 ans, je crois, 14 ans, 13 ans. Et alors, ma famille, qui, quand j'avais encore l'âge de 12 ans, me faisait accompagner à l'école où j'étais, avant d'être à Sainte-Croix, par une femme de chambre, brusquement, quand j'eus 15 ans, m'envoya tout seul en Espagne, sur la foi d'une annonce de l'Écho de Paris, qui était le journal bien pensant de l'époque, dans une famille espagnole qu'elle ne connaissait pas du tout, et moi, ne sachant pas l'espagnol, ou le baragouinant, elle m'envoya comme ça, en Espagne, parce que j'aimais les taureaux. Et alors, en Espagne, je fis la connaissance de toreros, et je toréais, puisque c'est le mot qu'on emploie, enfin, je travaillais et je tuais 2 petits taureaux proportionnés à mon âge, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir environ 1 an et demi, alors que les taureaux que l'on tue dans les courses aujourd'hui ont généralement 4 ans. Ces 2 taureaux, le premier ce fut un désastre et le second ce fut un triomphe. Mon nom fut imprimé pour la première fois dans les journaux de la province de Burgos à cette occasion, et je peux dire que j'ai commencé ma vie d'abord en étant engueulé et ensuite en recevant de grands éloges, et que ça a été en somme comme ça toute ma vie, et que ça a débuté par les taureaux. Je trouve ça assez drôle. Évidemment, lorsque je revins, là j'avoue que mes souvenirs se perdent un peu là. Comment ma mère sut-elle que j'avais travaillé des petits taureaux? Est-ce que c'est moi qui le lui dis? Et le sut-elle d'une autre façon? En tout cas, elle me défendit de retourner en Espagne, où je ne retournais pas, sauf très longtemps plus tard, à une date que je vous dirai tout à l'heure. J'ai connu Barès, mais j'ai connu Barès simplement parce qu'il était mon voisin. Je n'ai pas cherché à le connaître parce qu'il était mon voisin, parce qu'il m'a donné le coup de foudre qu'il a exactement donné à Aragon, dans les mêmes conditions. On nous a donné à 1 an de distance, car Aragon a 1 an de moins que moi, et j'ai su par lui qu'il avait reçu pour un prix de français, une anthologie de Barès. Il a eu le même coup de foudre pour Barès, pour le même livre qui m'a été donné, et dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire comme un livre de prix de fin d'année. Celui de l'abbé Brémond. Exactement. 25 années de vie littéraire. J'ai connu Aragon quand nous étions enfants, puisque avant d'être à Sainte-Croix, j'étais pendant 3 ans dans ce qu'on appelle une petite boîte qui comportait 60 élèves, qui était à Neuilly, et que Aragon, qui était d'un an plus jeune que moi, nous nous retrouvions aux récréations, aux cours de dessin, enfin dans toutes sortes d'occasions où les petits et les plus grands étaient mêlés. Et nous n'avons pas été amis ensemble parce qu'il était d'une autre classe que la mienne, mais il était déjà remarquable par son intelligence. Et je me rappelle un jour, il m'a accompagné chez moi, il m'a parlé de Racine tout le temps, et je lui disais, il est beaucoup plus calé que moi. Moi, je ne suis pas capable de parler pendant 1/4 d'heure de Racine. N'est-ce pas? Il donnait l'impression d'un type calé, vous comprenez, très intelligent. J'entrai ensuite, à 16 ans, à Sainte-Croix de Neuilly, où le futur auteur des Olympiques était dispensé de la gymnastique et où le futur auteur de Port-Royal était dispensé du cours d'instruction religieuse. Et tout ça parce que j'avais eu l'appendicite. Ça vous paraîtra singulier, mais je dois dire que dans ma jeunesse, tout était toujours très singulier. Je fus renvoyé de Sainte-Croix après une période très courte, qui fut simplement de 13 mois, et je dis entre parenthèses que Sainte-Croix, je le dis parce qu'il y a 20 ans, depuis que j'ai publié La ville dont le prince enfant, on dit que ça se passe chez les jésuites, je n'ai jamais été une journée élève des jésuites. Sainte-Croix était une maison démo-chrétienne, je crois, c'est-à-dire le Sillon, Marc Sanguier, c'était une maison de gauche, et ce fut même à certains moments plus tard une maison d'extrême gauche. J'y restais 13 mois comme externe libre,
Et là, je ne parlerai pas longuement de l'épisode quand j'ai refait 2 œuvres, Les garçons et La ville dont le printemps l'enfant. On a déjà vraiment tellement parlé que je n'ai pas à en redire grand-chose, sinon que c'est un épisode qui fut beaucoup plus à mon honneur qu'à l'honneur de ceux qui me renvoyèrent. Je ne leur en ai gardé aucune rancune, je fus membre des anciens élèves de Sainte-Croix, je prononçai le discours sur les morts de guerre lorsque fut arrivée la fin de la guerre. Je leur ai rendu hommage parce que, sans être le moins du monde de ces hommes dont parle Dante, qu'il met parmi les damnés, parce qu'il les fait regarder en arrière, ils ont toujours la tête en arrière, ils regardent toujours le passé, je suis très loin de cela, mais cependant cet épisode de Sainte-Croix fut un épisode qui, par sa qualité, qui était composée de tendresse, de sensualité et de sérieux, et surtout pour la première fois de ma vie, c'était la première fois de ma vie que j'aimais quelqu'un, et puis également par la construction dramatique qu'elle prit tout de suite, et qui fit que tout de suite, comme j'étais déjà un vieil écrivain à 17 ans, tout de suite j'en traçais les premières lignes de la pièce que je jouais, parce que ça avait pris de soi-même une construction, une structure théâtrale tellement forte qu'il est impossible qu'un homme marqué de l'esprit littéraire n'en fût pas frappé. Je fus donc renvoyé. Je n'en fus pas extrêmement. Je fus très attristé d'avoir quitté ce garçon plus jeune que moi de 2 ans que j'aimais beaucoup. Je n'en fus pas extrêmement attristé parce que, là encore, je fus soutenu par une de mes passions, parce que j'écrivis tout de suite cette petite pièce, que je gardais des lettres, je gardais toutes sortes de documents sur le moment même, et que sur le moment même, ce qui est le plus étrange, je savais que je vivais un événement très important de ma vie. Un des prêtres, celui que j'ai mis dans La ville dont le prince est un enfant, me dit à ce moment-là une phrase que j'ai mise dans la pièce. Il me dit: vous sourirez de tout cela quand vous aurez 20 ans. Et je lui répondis la réplique que j'ai mise dans la bouche d'un petit acteur qui joue dans la ville. Je lui répondis: non, je n'en sourirai jamais. Eh bien, je suis resté très fidèle à cette phrase, et jusqu'à ma mort, je ne sourirai jamais de cet épisode enfantin. J'avais beaucoup de facilité pour dessiner, je dessinais très bien. J'ai une exposition de mes dessins qui a été faite chez Cocteau, un peu après la Libération, et un éditeur le voudrait, j'aurais de quoi illustrer 2 de mes livres dont tous les dessins sont faits, c'est La petite infante de Castille et Les bestiaires. J'ai quantité de dessins de taureaux, il en a paru quelques-uns dans les journaux, enfin je n'en ai jamais fait un grand étalage. J'avais donc un grand goût pour le dessin, et ce goût s'est encore beaucoup affirmé un certain lundi de 1913, j'avais 18 ans, où j'ai découvert les modèles qui attendaient au pied du mur, au coin de la rue de la Grande Chaumière et du boulevard Montparnasse. Il y avait là des messieurs, il y avait là des jeunes filles, il y avait là des vieilles dames, il y avait là des petits garçons, il y avait vraiment tout ce qu'on voulait. Et quand j'ai découvert qu'il suffisait de donner la modeste somme, je crois, de 5 francs pour 4 heures de portraiture, alors que maintenant je crois qu'on donne 4000 francs pour 2 heures, si j'en crois de mes amis, la peinture qui était... Pas la peinture, j'ai jamais peint, j'aime pas la couleur d'ailleurs, mais le dessin que j'aimais beaucoup m'a en même temps servi d'un merveilleux prétexte pour connaître des jeunes personnes qui ont été les premières jeunes personnes que j'ai connues dans ma vie, et qui se trouvaient dans... C'était autre chose, vous comprenez, c'était autre chose de parler de Monte Cassino, de parler de ça, de choses comme ça avec une jeune personne qui était à poil, comme le sont les modèles. C'était autre chose que de faire ça sur le boulevard Magenta, que de lever quelqu'un sur le boulevard Magenta, vous comprenez. Ça donnait une sorte de romanesque à ses premiers pas dans la vie d'un jeune homme qui sont généralement fort balourds.
Mais je me suis complètement arrêté de dessiner parce que je trouvais que étant donné que ce n'était pas ma spécialité, j'ai perdu du temps. Là-dessus arriva la guerre de 1914 que j'accueillis avec assez d'indifférence, ainsi d'ailleurs que ma famille. Ma famille, elle avait le sentiment de la caste, mais elle n'avait pas, ce qui peut paraître étrange, elle n'avait pas le sentiment très fort du patriotisme. La guerre, c'était le petit père Combe, vous comprenez, la franc-maçonnerie, c'était les inventaires, enfin la France, c'était ça, vous comprenez. Et au début, ma foi, je crois que si la France avait été battue, on serait dit elle a bien mérité, enfin je vous dis ça comme ça, mais je crois qu'on aurait dit elle a bien mérité de toutes les saloperies qu'elle a faites, etc., etc. Le véritable patriotisme dans ma famille et chez moi ne commença qu'au moment de Verdun, et à ce moment-là, il devint très fort. Je dois ici m'attarder un petit peu sur la littérature, sur laquelle je m'attarderai ensuite très peu, pour dire que c'est à l'âge de 18 ans que j'écrivis une pièce qui n'est pas très connue parce qu'elle n'a jamais paru, ou dans une édition à tirage limité, ou alors dans la Pléiade, où elle inaugure en somme les œuvres que j'ai recueillies et que je reconnais, qui s'appelle L'Exil. L'Exil était une pièce très extraordinaire si on songe qu'elle était écrite par un garçon de 18 ans. Elle était extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord par la maîtrise que j'y montre, alors que les deux livres que j'ai écrits ensuite, qui étaient l'un un livre d'essai et l'autre un roman, étaient des livres beaucoup plus juvéniles et je dirais cafouilleux comparés à L'Exil. Elle était extraordinaire aussi parce que, contrairement à ce que font toujours des jeunes gens, presque toujours les jeunes gens ou les jeunes filles qui commencent à écrire, c'était pas du tout une chose autobiographique, c'était une chose dont le sujet était complètement inventé. Il était parti exactement d'une seule phrase, de quelques mots de ma mère. Mon camarade, celui qui s'appelle Soufflier dans la ville, j'avais appris, ce que d'ailleurs ensuite je suis que c'était faux, mais enfin je l'avais cru sur le moment, j'avais appris qu'il s'était engagé, il n'en avait pas l'âge, mais enfin j'avais appris qu'il s'était engagé et qu'il était sur le front, et j'ai voulu le rejoindre. Et j'ai dit à ma mère, je m'engage, c'était pour retrouver ce garçon. Ma mère me dit, ne t'engage pas, je serai morte dans quelques mois, tu peux bien attendre quelques mois. En effet, elle devait mourir 9 mois plus tard. Voilà exactement le tout petit germe d'où est née toute cette pièce en 3 actes qui n'existe pas, où tout est inventé, vous comprenez. Je crois qu'il est très rare, je crois que la plupart des garçons, et chez les femmes c'est encore plus frappant, le premier écrit qu'ils écrivent est toujours une chose autobiographique. Et ça, c'était pas autobiographique, c'était une phrase. C'était, tu t'engageras, quand je serai morte, tu n'auras pas longtemps à attendre. Je ne m'engageai non pas. Et cette pièce, la troisième raison pour laquelle cette pièce était extraordinaire, c'était son non-conformisme. Étant donné qu'il s'agit d'un garçon qui dit « je veux partir à la guerre parce que la patrie et tatata et tatata », ou tout au moins l'aventure, la grande aventure, tous mes copains y sont, je veux en être, etc., alors qu'il veut tout simplement partir pour rejoindre un camarade qu'il aime bien. Et la seconde partie, si je peux dire, de ce non-conformisme était que sa mère, je parle donc de la pièce, sa mère qui alors lui dit longuement et très longuement, ne t'engage pas, je ne veux pas que tu t'engages, et donnée dans la pièce comme étant une directrice d'hôpital, décorée de la Croix de guerre, etc., etc., c'est-à-dire pour une grande patriote. Donc, le garçon qui prétend s'engager pour la patrie, ou tout au moins pour l'aventure, etc., faire quelque chose de bien, fait ça uniquement pour retrouver un camarade, et la mère qui a passé
quelques mois, puisque ça se passe au début de la guerre, qui a passé quelques mois à diriger une ambulance qui a été citée, la mère, tout de même, qui accepte bien que les autres aillent à la guerre, ne veut pas que son fils y aille. Je montrais cette pièce à quelques amis de ma famille qui me disent « mais jamais tu ne pourras donner ça, c'est effrayant ». Je me rappelle même un télégramme « ne donne pas cette pièce en ce moment-ci car vous ne vous rendez sûrement pas compte de quelle était l'atmosphère de la France à la fin de 1914, c'était le patriotisme, d'ailleurs tant mieux pour la situation comme on dit au théâtre, c'était le patriotisme survolté, n'est-ce pas? Et cette pièce aurait causé un scandale effroyable. Ça ne m'empêchait pas. Il ne s'agissait pas de la faire jouer, je ne sais pas ce que c'était que le théâtre, il ne s'agissait pas de la faire jouer, d'ailleurs personne ne la jouer. Il s'agissait de la faire éditer à compte d'auteur. Je m'engageais bravement à la faire éditer à compte d'auteur, et j'étais sur le point de signer le contrat quand ma mère mourut. Et je dois citer, avant d'aller plus loin, un premier trait admirable de ma mère, j'aurais à dire aussi un trait admirable de ma grand-mère. Le trait admirable de ma mère, c'est que je lui fis lire cette pièce, où tout était poussé à l'extrait, où étaient des dialogues entre mère et fils atroces, comme je sais les faire quand je veux, où tout ça était atroce, et elle lut ça très objectivement, et elle l'accepta, alors qu'évidemment, tout le monde aurait dit, il raconte son histoire, c'est l'histoire de sa mère et de lui. Ma mère mourut, et c'est pour cette raison que je n'éditais pas cette pièce, parce que je me suis dit, tout le monde dira, c'est sa mère n'a pas voulu qu'elle s'engage, etc., etc. J'arrêtais donc la pièce, qui resta dans mes tiroirs jusqu'à 1929, où elle fut éditée en édition Ludmille. On n'en a jamais beaucoup parlé, pour cette raison simple qu'elle n'a jamais eu de service de presse, car elle est tout de suite passée de l'édition de Petit Luxe à la Pléiade. Elle n'a donc jamais été envoyée aux gens, les gens ne la connaissent pas. Et c'est une raison. On m'a demandé tout de même plusieurs fois de la jouer, mais comme il y a dedans des pantalons kaki et des sentiments élevés, toutes sortes de choses, c'est injouable, c'était injouable déjà hier, ça le serait encore 10 000 fois plus aujourd'hui. Le trait admirable de ma mère, eh bien, je vous l'ai dit, c'est justement qu'elle lut cette pièce et qu'elle l'accepta, que ce fut publié, et tout ça, malgré le grand tort que ça aurait pu lui faire. Je devins soldat en 1916. J'avais été versé dans l'auxiliaire et j'étais dans un état-major de l'arrière. Et c'est ici que se place le trait admirable de ma grand-mère. Ma grand-mère m'aimait comme aiment les vieilles dames qui sentent qu'elles vont mourir et qui n'ont qu'un être à caresser, à câliner et sur qui répandre leurs besoins de tendresse et de cajolerie. C'était moi. Et je peux dire que, selon l'expression consacrée, ma grand-mère m'adorait. Or, ma grand-mère fit des pieds et des mains pour que, de cet état-major de l'arrière, qui était à 60 km du front, je fusse envoyé sur le front, ce qui était non seulement risquer ma propre vie à moi, mais risquer sa vie à elle, car si j'avais été tué, elle serait sûrement morte. Je trouve que c'est un trait pour qui je trouve vraiment presque sublime. Et je passais 2 ans à la guerre, j'écrivais tous les jours à ma grand-mère, selon nos conventions, elle m'écrivait tous les jours pour savoir que j'étais vivant. Tout ça a été jeté à la Seine, bien entendu, comme beaucoup d'autres choses les plus précieuses de ma vie. Et je finis par être blessé, je l'avais bien cherché, j'ai eu 3 transitations, et j'allais avec les Américains au moment de l'armistice, enfin tout ça a peu d'importance. Je fus démobilisé en 1919 et c'est alors que ma grand-mère, qui était la seule personne vivante de ma famille, alors, me fit entrer comme secrétaire général de l'ossuaire de Douaumont, qui était dirigé par le maréchal Pétain et qui était destiné à construire un ossuaire qui existe encore, je crois, à Douaumont et où on recueille les ossements de tous les combattants qui ont été tués. Dans le même moment, je m'excuse de me lécher les doigts pour tourner les feuillets, ça montre que je suis mal élevé, mais enfin, je ne peux pas faire autrement, c'est une habitude.
C'est donc au moment où je cherchais, où je m'occupais de l'œuvre de Le Suaire de Daubon, qui était tout de même une chose très, très sombre, puisque j'allais à Le Suaire, je recevais des lettres, enfin je faisais ce que fait un secrétaire général d'une œuvre, je recevais les lettres des maires, etc., etc. C'est environ à ce moment-là où il est vraiment très compliqué de prononcer le mot alternance, mais simplement par une réaction de ma nature, je sentis le besoin de faire du sport que je n'avais fait jusqu'alors que peu sérieusement, et je me mis du Stade Français, où je passais 4 ans, où je fis du football, où j'étais assez moyen, mais où je faisais aussi de la course de 100 mètres, où j'étais assez bon, puisque j'ai eu un record de 100 mètres 11 secondes 4/5e, ce qui était très bien pour un amateur, et surtout pour un amateur blessé à la guerre. Ce record, je fais marquer dans l'auto, ce qui me rendit très fier, etc., etc. Vous voyez, c'est d'ici. D'Annunzio me fut révélé au moment où il fit entrer l'Italie dans la guerre de 1814, c'est-à-dire en 1915. Et je dois dire que le feu dans la traduction de Georges Herrel, je dis bien dans la traduction de Georges Herrel, d'abord je ne savais pas l'italien, depuis je le sais un petit peu, et le lisant en italien j'étais un petit peu déçu, mais dans la traduction de Georges Herrel, elle a eu sur moi une très grande influence. Il a eu, le feu, il faut qu'on a eu une très grande influence au point de vue littéraire. Il m'a démailloté, si vous voulez, de la prose tout de même un petit peu laborieuse de Flaubert, et il m'a sorti de la prose immobile de Flaubert pour me mettre dans la prose volante et chantante, et une prose que je ne connaissais pas, que je n'ai d'ailleurs jamais retrouvée. Je considère que de D'Annunzio, il y a 2 ou 3 livres qui sont de très beaux livres. Il y a le Fuoco, le Feu, qui est un très beau livre. Il y a le Nocturne, qui est un livre qu'il a écrit en grande partie quand il était comme moi, borgné par un accident de guerre, qui est un très beau livre. Pour son théâtre, je trouve qu'il est très mauvais. Il est pourri de rhétorique et il ne peut pas toucher quiconque. Ces romans, je ne les ai pas tous lus. J'en ai lu une partie qui m'ont paru inspirés très étroitement du roman naturaliste français et n'être pas intéressants. J'ai lu un livre qu'on vient de rééditer, on dirait absolument qu'on a voulu lui fourrer une pelure de banane sous les pieds de ce pauvre type, et c'est un livre qui est exécrable, c'est L'Enfant de volupté. C'est vous dire que je vous en parle donc très objectivement. Mais le Feu, le Nocturne et un je ne sais quoi dans la prose, dans les traductions et dans l'italien de chantant, une espèce de prose charnelle, sont des choses qui ont beaucoup influencé sur ma façon d'écrire, un peu de la même manière que des gens comme Chateaubriand, qui a eu beaucoup d'influence sur moi, qui a été, que je considère aujourd'hui encore comme un de mes maîtres, Chateaubriand. Et voilà ce que j'ai à dire de D'Annunzio au point de vue littéraire. Maintenant, l'homme vraiment avait des disparates vraiment qui le rendaient quelquefois odieux, quelquefois charmant. Je ne l'ai pas connu. Et il s'est passé cette chose sur laquelle je vais finir, cette digression sur D'Annunzio, parce que j'ai l'air de commencer à faire un cours de littérature. Il s'est passé cette chose curieuse, c'est que tout de même étant très fasciné par ce personnage, ayant vécu beaucoup sous son influence pendant des années, quand j'ai passé vers 1937 en compagnie d'une jeune personne à Gardone, qui était, comme vous le savez, le lieu où il avait sa villa, où il a fini sa vie. Je ne lui avais même pas demandé d'audience, alors qu'il m'aurait reçu très généreusement parce qu'il aimait beaucoup ce que j'écrivais. Tout cela dit, je trouve qu'en définitive, on a été très injuste envers lui, parce que je crois que c'est un grand écrivain italien, et parce que je crois que le fait de monter en coucou, vous voyez ce que c'est qu'un coucou, c'était les avions de 1918, quand on a 55 ans, et de survoler le territoire ennemi à 55 ans dans un coucou dans lequel je suis monté moi-même. On avait la moitié du corps qui vous sortait dans l'air, on était retenu par une ceinture. Vous savez, c'était un trafic qui, pour un homme de son âge, était vraiment un trafic héroïque.
Et alors j'ai connu Barrès surtout parce qu'il était mon voisin. À Neuilly, nous habitions à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Je le voyais tout le temps se promener dans le boulevard même. Maillot, je me promenais moi-même. Je lui ai écrit pour le voir. Et alors il m'a parlé avec un mépris profond de ses confrères. Je l'ai plutôt répété. J'ai répété, j'ai réécrit. J'ai raconté, dans une revue maintenant ancienne, j'ai raconté ce qu'il a pu me dire sur certains de ses confrères. Ce qu'il disait à un garçon de 25 ans était inouï, parce que je n'avais qu'à faire des échos dessus dans un journal le lendemain. C'était effroyable, n'est-ce pas? Il parlait avec le plus grand mépris de ses confrères. Et même des gens comme Maurras. Quand j'ai vu la correspondance de Maurras et de Barrès paraître il y a quelques mois, j'ai rigolé parce que je me rappelle ce qu'il a dit sur Maurras, que je ne regretterai pas, c'est pas la peine de faire parler les morts. Mais enfin, tout ça a été gratiné. Bon, j'ai donc vu Barrès, il m'a fait une très grande impression. J'ai noté alors tout ce qu'il m'a dit. Vraiment, il m'imposait vraiment un énorme respect. Je l'ai beaucoup dit, je l'ai dit même plus que ça n'a dû être en réalité. Mais enfin, sa mort a été pour moi vraiment, je l'ai écrit, des torrents de larmes pendant plusieurs jours, à tel point que ma grand-mère, je l'ai écrit d'ailleurs, a un peu agacé, a fini par me dire « Tu n'as pas pleuré à tel point quand ta mère est morte ». C'était vrai, j'ai toujours une certaine facilité aux larmes, et j'ai pleuré pour Barrès, comme beaucoup plus que, hélas, beaucoup plus que je n'ai pleuré lorsque mon père est mort. Vraiment, ça a été une chose dramatique pour moi. J'avais écrit Barrès Démon dans les Nouvelles Ères, un article atroce, mais les jeunes écrivains n'écrivent des articles atroces que sur des auteurs qu'ils aiment beaucoup. Et j'avais écrit cet article, mais Philippe Barrès avait pris ça très mal, et il m'envoyait ses témoins, et moi je pris pour témoin Maurice Martin Dugard, qui dirigeait les Nouvelles Littéraires, et Paul Valéry, et je dis bien entendu, mais que je ferai toutes les excuses du monde, que cet article n'était qu'un signe de mon adoration. Enfin, je dis tout ce qu'il fallait dire pour ne pas me brouiller avec Philippe Barrès, que je voyais tout le temps passer des fenêtres de ma maison. Ma mère m'appelait, me disait « Tiens, viens vite voir, c'est Philippe qui passe avec sa mère. » Il allait à la messe d'11h. Alors, recevoir un coup de revolver de Philippe Barrès, je lui en donnais un, c'était vraiment inconcevable. Voilà, mes relations avec Valéry ont été très, très courtes. Il a dit une chose qui est si désagréable pour lui-même et non pas pour moi, que je ne la répéterai pas. Maurras. Bien, Maurras, quelquefois on dit que je suis maurassien, et le brave Henri Massis a écrit là-dessus des pages aberrantes, car je n'ai jamais envoyé un de mes livres à Maurras. Maurras ne m'a jamais envoyé un des siens. Je ne lui ai jamais écrit, il ne m'a jamais écrit. Je ne l'ai jamais rencontré une fois, et je crois avoir lu un livre de lui, qui était Antinéa, je crois. Alors j'ai lu l'Action française, qu'on recevait chez moi, j'ai peut-être lu, disons, 10 fois dans ma vie. L'Action française n'a eu absolument aucune influence sur moi. Autant Barrès en a eu, l'Action française n'a eu aucune influence sur moi.